Voilà. Vous n'avez qu'à cliquer sur «J'ai compris», comme d'habitude, merci et l'enregistrement est lancé. Donc, on est ravis de vous accueillir et d'accueillir ceux qui verront le replay. Donc, après ces rapides présentations, on va se présenter peut-être un petit peu mieux pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y en a qui nous ont déjà écoutés. Donc, Isabelle a suivi nos différentes conférences, Marc aussi, je crois, Maud aussi, Gilles, je ne me souviens plus. Non, pas encore, c'est une première? Ok. J'active le son, oui, c'est une première. Après, j'avais participé à une conférence où Emmanuel, vous y étiez, en fait. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Et Aurélien, c'est la première fois ou pas? Non. Non, Non, hein? j'ai suivi Oui, une le nom. autre, mais à distance. J'étais pas en vidéo, j'étais en voiture, donc c'est pour ça D'accord, parce que le que nom vous me n'avez pas parlait. Ah, je connecté. m'en souviens. Voilà, Exact. c'est ça. J'avais pas le visage en mémoire, mais le nom, Non, oui. vous n'aviez pas vu mon visage. Ah, super, maintenant on a un visage. Maintenant, là. Et Laurence, que je suis ravie de retrouver puisqu'on partage certains mêmes réseaux et même certains événements. Donc, je suis contente de te retrouver là, Laurence. Bon, eh bien, peut-être on ouvre pour une fois. C'est peut-être moi qui vais me présenter en première. Tiens, Allez, tiens, grande nouvelle. incroyable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'aime pas trop me présenter. Donc, j'ai toujours Magali faire avant. Vas-y. Donc, je m'appelle Emmanuelle Delrieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue développementaliste. Ça, c'est un petit peu mes origines dans mon travail. Donc, ça consiste à étudier toutes les phases de changement de vie de l'âge fœtal jusqu'à la mort. Et puis, en parallèle de mes études, voilà, j'ai fait aussi plein d'autres choses, voilà, de la sophrologie, de l'hypnose, et puis fait un petit peu comme tous les psychologues, c'est-à-dire se former aussi en faisant des DU, etc. etc. Et surtout, lorsque j'ai commencé à travailler en cabinet, les premiers patients qui sont arrivés étaient HPI. Et donc, c'est comme ça que je me suis spécialisée, en fait, dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel. Et je travaille vraiment avec plaisir, avec passion, avec engagement, avec les personnes qui sont à haut potentiel intellectuel. Du coup, je participe à plein d'associations et c'est notamment grâce à l'association de l'AFEP, l'Association française des enfants précoces à haut potentiel intellectuel, que j'ai rencontré Magali. Et ça a bien matché à plein de niveaux. Et en fait, on a commencé à proposer aussi des conférences en commun dans cette association. On va dire le duo était tant agréable dans la manière de travailler parce qu'on avait un peu de côté, je peux le dire entre nous, on est un petit comité un peu sale gosse. C'est-à-dire on pouvait faire les choses jusqu'un jour avant et tout se faisait impeccablement, alors que peut-être que d'autres collègues auraient beaucoup crisé vu comment on travaillait. Et sur scène, au moment de la conférence, voilà, il y a une belle synergie parce qu'on a vraiment deux manières deux obédiences théoriques différentes, deux manières de pratiquer différentes. Et pourtant, il y a une complémentarité qui se pense à la fois dans le cœur, mais aussi parce que je pense que toutes les deux, on a aussi cette honnêteté intellectuelle et ce respect de la différence. Donc, c'est un petit peu tout ça qui nous a amenés, au fur et à mesure, avec le Covid, dans le premier confinement, à nous dire, mais ce n'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse une formation ensemble pour former les professionnels de l'accompagnement aux personnes au potentiel intellectuel parce que, pour plein de raisons, dont Magali évoquera, parce qu'on a un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'on s'est aussi formés l'une et l'autre à vouloir accompagner les HPI. Et pour ma part, sans nommer les différentes formations que j'ai faites, mais j'ai été déçue par le contenu qu'il y avait. Je suis ressortie un peu bredouille sur ma faim. En fait, j'ai l'impression que je lisais les bouquins, c'était un peu pareil. Donc, là, je n'étais pas satisfaite et au fur et à mesure, justement, de notre travail, notre expertise en commun, eh bien, on a vraiment décidé de créer en fait cette formation pour les professionnels ensemble, avec toute notre générosité, notre peps aussi de chacune qui est différente et qui se complète bien, je trouve. Voilà, après, grosso modo, ma présentation. Je te donne la main, Magali. Bravo, Emmanuel. C'est une grande première, elle s'est présentée la première, hein, donc vous êtes témoin. Super. Et j'aime bien parce que depuis qu'on fait des conférences, le nombre de fois où on se présente toutes les deux, on pourrait toujours dire la même chose, mais en fait, on le dit toujours de façon différente. Il y a toujours quelque chose qui, en fonction du jour et de l'humeur, va s'ajouter ou se dire différemment, et ça, c'est chouette.
Alors moi, je suis donc Magali Barcelot et comme Emmanuel, je vis près de Montpellier, dans l'Hérault. Et donc, je suis gestalt thérapeute. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la gestalt, c'est un courant de psychothérapie qui est centré sur le contact, puisque moi, le contact est au cœur de ma pratique depuis toujours. J'ai commencé par la partie commerciale, rien à voir, enfin, pas vraiment. Et puis, je me suis orientée vers un peu plus le marketing jusqu'à ce que je rencontre la gestalt thérapie. Et là, j'ai décidé de continuer ma route avec les deux casquettes que j'aimais. C'était à la fois la formation, donc j'animais des formations en qualité de la relation commerciale, et l'accompagnement qui était vraiment quelque chose que j'adorais. Donc, je me suis formée en gestalt à cet effet et ça fait 20 et quelques années donc que j'ai gardé ma casquette de formatrice et j'interviens toujours en entreprise et dans le milieu professionnel pour tout ce qui est qualité relationnelle. Mais j'ai ajouté donc une deuxième casquette, celle de gestalt thérapeute pour accompagner les adultes et les adolescents en psychothérapie. Et depuis, je ne sais plus, ça doit faire 8 ans maintenant, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des profils à haut potentiel intellectuel. Voilà, c'est arrivé dans ma vie comme ça de façon inattendue. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée, d'abord pour moi, ça a été, alors je le dis chaque fois, vraiment pour moi un déclencheur, une clé de voûte, comme si tout le travail que j'avais fait auparavant venait prendre son sens là et arriver dans une continuité. Donc je me suis passionnée pour le sujet. Et me passionnant pour le sujet, je me suis rendu compte que bah, forcément, j'en avais beaucoup dans ma clientèle sans le savoir. Et j'ai eu envie et besoin de me spécialiser pour les orienter dans ce sens, parce qu'au début, je voyais, je n'osais pas dire. Et avant d'oser dire et le poser ouvertement, il a fallu que je me forme et que je m'informe. Et tout comme l'a dit Emmanuel, on s'est rejoint là-dessus. Moi, chaque fois que j'ai cherché à faire des formations, j'ai été très déçue par ce que j'ai trouvé, parce qu'il n'y avait pas à l'intérieur des formations que j'ai choisies, et que j'ai choisies parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc de toute façon, c'était difficile à trouver. Il n'y avait pas plus que ce qu'on pouvait lire dans les livres. Donc, j'étais un peu déçue. Et donc, j'ai continué avec mon bâton sur le dos, là, et j'ai appris et je me suis rapprochée de la FEP. Et à la FEP, il y avait à la fois des enseignements puis des partages. Et comme le dit Emmanuel, c'est là que nous nous sommes rencontrés, puisqu'au départ, j'y étais en tant que parent, puisque c'est ouvert aux parents qui s'interrogent pour leurs enfants. Et ensuite, je me suis proposée en tant que professionnelle, puisque forcément, ça faisait partie de mes prestations. Et donc là, toutes les deux, on a eu envie de soutenir la cause et de faire davantage de choses. Et on a entraîné un peu tout ça. On a fait une première conférence, une deuxième, etc. Puis on s'est rendu compte que ça nous plaisait et que ça donnait surtout beaucoup, beaucoup de choses positives aux gens qui venaient nous écouter. Donc on s'est dit, bah, faut qu'on continue, on ne peut pas garder ça pour nous. Et puis, oui, une chose aussi que Emmanuel n'a pas soulevée, mais vous le savez probablement, ceux qui nous connaissent, on a eu l'occasion d'être oratrice au congrès d'Ouance. Je crois que c'est là que j'ai croisé Alix la première fois lors de mon intervention en 2018. Et donc, j'ai dit Alix, non, c'est Isabelle, c'est pas Alix, hein, c'est ça. Et donc, voilà, nous avons eu le plaisir, ensuite Emmanuel, et puis on a continué de travailler pour cette belle initiative qu'a créée Nathalie Elsten. Et c'est vraiment notre congrès fétiche et un lieu où on aime se nourrir aussi autant que donner, parce que c'est vraiment ça qui nous anime. Donc, on intervient pour la FEP, moi j'interviens en entreprise aussi. Il y a des entreprises qui me demandent d'intervenir pour parler de ces profils en entreprise et la façon de les manager. Et donc, tout ça a fait effectivement qu'à un moment donné, nous nous sommes dit, bah oui, en fait, il manque quelque chose. Moi, c'est une idée que j'avais depuis à peu près 2 ans et demi. Et puis, quand on a voulu la mettre en place, le monsieur Covid s'est invité et nous avions prévu en mai 2020 notre premier séminaire en présentiel pour former les professionnels à l'accompagnement des HPI. Donc, la suite, vous la connaissez. On s'est donc dit que, bah voilà, tant pis, c'était raté, mais le temps a passé, puis on s'est dit, bah, on peut peut-être proposer ça en ligne. Et voilà comment est né notre projet qui a démarré l'année dernière et dont on est très heureuse parce que les retours sont très positifs. Voilà, et donc on a eu envie d'y mettre du nôtre dans cette formation. Alors, on va vous en parler plus en détail, mais on y a vraiment mis notre cœur aussi, comme dit Emmanuel, mais on y a vraiment mis notre pratique.
Hein, c'est vraiment ça, parce que c'est un métier et un sujet dans lequel on ne peut pas se contenter de prendre de l'information puis rester avec, hein. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, comme dans la plupart des métiers d'ailleurs. Et donc, on est allé plus loin, on va plus loin, on est en veille en permanence, on réfléchit, on crée des choses. Donc, Emmanuel s'est spécialisé aussi sur la partie burn-out, moi sur la partie gestion du temps. Voilà, et on a différents sujets qu'on explore, et tout ça, ben, on le met au service des professionnels qui, comme nous, à un moment donné, ont envie d'accompagner ces profils qui sont tellement attachants, on va le dire. Ouais, c'est ça. On a même rajouté, parce que tellement on n'avait pas de place, on a même rajouté un module sur les enfants et les Ouais, ados. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. c'est ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui nous conduit en fait aussi à faire cette conférence, c'est de pouvoir donner des clés, ensemble, un petit peu des clés de base dans l'accompagnement de cette population, des hauts potentiels intellectuels. Heu, c'est important parce que c'est une population qui est particulière. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, d'en recevoir, peut-être, dans vos pratiques, respectives, mais que ce soit, sur le plan, médical ou sur le plan psychologique, je peux le voir après, peut-être également dans d'autres domaines, hein. On peut, observer que c'est des personnes qui nous emmènent souvent loin dans nos limites et qui, vont nous amener aussi, parfois à remettre en question, ce que l'on a appris. Moi, je vois dans le domaine de la psychologie avec, notamment, tout ce qu'on peut voir avec le joli DSM-5, et certaines formes de pathologies, eh bien, on se rend compte que, chez certains HPI, certaines pathologies vont prendre une coloration différente, et ça peut être perturbant. Mmh. Par là, pour le domaine de la psychologie, hein, mais c'est le cas, on le voit aussi dans les HP qui sont hypersensibles, dans la perception de la douleur, dans, la perception, du toucher médical, du rapport médical, OK? Et aussi tout simplement du rapport à l'autre. Donc, c'est une population qui est pas anodine, et qui, nécessite en fait, peut-être, une posture, des questionnements qui sont, qu'on n'a peut-être pas l'habitude, en tout cas qu'on n'apprend pas. Comme je disais Magali, mais comme je disais la dernière fois, Mmh. moi, ouais, patient HPI qui est arrivé, je me suis dit: «Ouh là là, c'est quoi ce truc?» J'ai été chercher dans mes cours et je me suis rendu compte qu'en tout et pour tout de mes études de 5 ans de psychologie, j'avais eu, 4 heures sur les HPI à la Sorbonne, et heureusement 3 heures qui avaient été faites par le docteur Pris, qui avait, Mehdi Iratni d'ailleurs à l'époque en thèse. Donc, Mmh. c'est pas beaucoup, et en tout cas, ça n'a pas été suffisant pour m'aider à les accompagner. Mmh. Ouais, tout à fait. Et donc, première clé, je dirais tenir compte de ces profils si différents, hein. Parce que justement, ce qui nous conduit à ça, c'est de nous dire, bon, nous, on a cette pratique d'accompagnement, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, et dans vos obédiences, je suppose, hein, on ne vous connaît pas tous, précisément. Hem, mais en fait, ce dont il faut tenir compte, c'est qu'un profil HPI, quand il consulte, il peut avoir des réactions inattendues. Et les professionnels de santé ou les professionnels de l'accompagnement ne sont pas toujours préparés à ça. S'ils ne connaissent pas le profil, ils peuvent, se demander ce qui se passe, ils peuvent, imaginer que c'est quelque chose de terrible. Il y a des réactions, bien souvent, vous le savez probablement, qui sont démesurées et qui peuvent dérouter un professionnel. Mmh. Et quand on ne connaît pas du tout le profil, on peut se laisser aller là-dedans. Moi, j'ai vécu des expériences avant de connaître mon profil où, je suis tombée sur des professionnels de santé qui me disaient: «Non mais attendez, si vous continuez comme ça, je ne vais pas pouvoir vous soigner parce que vous dites toujours que vous avez mal, c'est pas normal, vous n'avez pas mal. Les tests montrent que non, non, c'est pas possible, vous n'avez pas mal». Des choses comme ça, hein, c'est peut-être un détail, mais j'entends tellement des choses comme ça où une douleur, par exemple, va être intense chez un HPI, alors qu'à la fois, il peut supporter des douleurs incroyables, où on va se dire: «Mais c'est pas possible de supporter une douleur comme ça», et à la fois, être extrêmement sensible à une douleur qui, pour d'autres, sur une échelle de 0 à 10 serait à 2 ou 3, quand pour lui, c'est 9 ou 10. Ouais, tout à fait. Oui, vas-y Emmanuel, je t'en prie. Pardon, je me permets de te compléter aussi parce que là, j'y pense, mais, c'est exactement ce que tu poses en psychotrauma aussi. Mmh. C'est-à-dire que c'est très perturbant des personnes qui sont HPI et hypersensibles parce qu'en psychotrauma, on va peut-être être stupéfait, même si on n'a pas à juger de la valeur traumatique de l'individu, mais on va avoir des HPI hypersensibles qui vont,
avoir des stress post-traumatiques extrêmement intenses Mmh, pour parfois des événements qui, de l'extérieur, peuvent nous paraître anodins mmh, et pour autant, ça constitue un vrai traumatisme pour la c'est personne. ça, c'est ça, c'est ça. Donc forcément, c'est une clé importante à noter, la particularité de leur réaction par rapport à la douleur, par exemple, par rapport à plein de choses, par rapport à la dépression, par rapport à l'ascenseur émotionnel, hein, qui nous caractérise bien, où, parfois ça peut être impressionnant et puis en fait, vous revoyez votre client ou votre patient une semaine après et tout va bien alors que la fois d'avant, vous imaginiez qu'il allait se suicider. Ça, c'est assez fréquent aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a souvent d'ailleurs des dérives ou des erreurs de diagnostic, ça on le sait bien. Hem, oui, je te Et du vois. coup, je complète cette clé-là avant qu'on bascule sur la deuxième, mais oui, c'est ça et c'est également, les connaître parce qu'ils vont avoir parfois, une manière de se présenter qui peut dérouter, qui n'est pas habituelle. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour eux de communiquer, en fait, d'arriver à communiquer, des informations correctement, en fait, à l'environnement Mmh, et je donne cet exemple, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une patiente effondrée, m'a appelée en me disant: «Mais tu m'avais dit d'appeler tel centre de méditation pleine conscience». Le gars est médecin. Je me suis présentée, il m'a dit: «Non mais de toute manière, vous êtes complètement dépressive, vous comptez trop sur la méditation, continuez votre thérapie». Et en fait, quand je lui ai demandé de m'expliquer comment elle s'est présentée, je me suis dit: «Ah oui, c'est sûr que présentée comme ça, c'était, ouais, c'était particulier, en fait. Il y avait tellement d'informations à la minute, tellement de surliens et en fait, on a l'impression qu'elle se vendait, en fait. Elle faisait un CV alors que la demande était toute simple, juste s'inscrire à un groupe, que, voilà, la personne en face n'a pas du tout capté le profil et finalement, bah, parfois, on est aussi dans des erreurs d'interprétation. Bon, mmh, je continue mmh, à rigoler, mais c'était pas si drôle pour cette personne à vivre. ouais. Et parfois ça peut être aussi minimisé, hein, c'est le contraire. Au lieu d'en dire trop, on peut aussi ne pas en dire assez par rapport à Mais la il y a ce situation. peu d'ajustements dans la communication. Donc d'où cette clé que tu poses qui est hyper importante. Mmh. Ah, on Je vois intervient qu'Aurélien oui, oh, je vois qu'Aurélien veut intervenir, on peut, Je hein, on n'est peux? pas nombreux, ouais. oui, oui, Pardon. oui. Juste, vous parliez d'erreurs de diagnostic. Je suis pas mal confronté à des personnes qui sont diagnostiquées bipolaires ou avec au moins des troubles. Est-ce qu'il y a une prévalence importante de diagnostic de troubles bipolaires chez les personnes HPI, de faux diagnostics ou pas? Alors en fait, Aurélien n'a pas en tout cas à ma connaissance, j'ai pas d'études scientifiques qui montrent de prévalence de la bipolarité sur la population HPI et j'ai pas d'études scientifiques non plus qui montrent, des erreurs de diagnostic. Mais il y en a comme je pense dans toute la population des erreurs de diagnostic. Maintenant, hem ce qui est compliqué dans alors il y a plein de choses qui sont compliquées là-dedans et ça fait partie aussi des clés, hein, c'est-à-dire celles qu'on donnait, hein, comprendre bien et correctement le profil HPI, c'est permettre, souvent aux professionnels, qui vont entendre des HPI qui ont été diagnostiqués, par exemple bipolaires ou autres ou avec un trouble anxio-dépressif et puis, ces patients vont découvrir qu'ils sont HPI, ils vont dire: «Ah mais en fait, je suis pas du tout bipolaire. Ah mais en fait, je suis pas du tout j'ai pas du tout un trouble anxio-dépressif. En fait, je suis juste HPI». Et là, ben, attention, c'est pas vrai en fait, d'accord? Il y a des amalgames. C'est pour ça que comprendre le profil HPI, c'est essentiel. Le profil HPI, c'est une atypie développementale, OK? Et c'est pas parce qu'on est HPI qu'on ne peut pas avoir une bipolarité, ni avoir un trouble anxio-dépressif, ni, je sais pas autre chose d'ailleurs. Maintenant, donc ça, c'est hyper important à recadrer, en fait. Ça, c'est une des premières choses qui est vraiment à recadrer avec la personne, avec les patients. Maintenant, c'est clair que le profil HPI est vraiment compliqué dans le sens où tout ce qui va être bipolarité, tout ce qui va être, les tout ce qui va être le fonctionnement Asperger, OK? Une Et dépression. voilà et les troubles anxio-dépressifs, c'est vraiment, 3 choses qui qui est pas forcément facile à diagnostiquer avec cette population. Dans les troubles anxio-dépressifs, si, mais tout ce qui va être Asperger et bipolarité, en fait, il y a des personnes HPI qui, de par leur hypersensibilité, vont avoir une cyclothymie importante
pour autant est-ce de la bipolarité? C'est là où on a vraiment besoin de travailler avec des psychiatres main dans la main, et avec des médecins pour leur expliquer, en fait, ces profils HPI hypersensibles, et du coup avancer dans la mise en diagnostic avec, prudence, en fait. Voilà. Mais ça doit se faire en réseau. C'est un peu l'idée. En À tout ce cas, sujet, si je peux apporter un truc, il y a une fondation exceptionnelle dont je ne me souviens pas le nom, qui a des centres experts bipolaires Ah oui, et super. qui sait très bien faire des diagnostics de bipolarité sur des personnes HPI. Ah super. Il y a 5, c'est la fondation fondamentale, ça y est, elle me revient. je vais le noter. Ça. Je Je le crois qu'il y a note aussi. 4 ou 5 centres en France, il y en a à OK. Bordeaux notamment. Et j'ai pu travailler avec ma psychiatre, notamment pour envoyer des personnes. Alors, il faut être orienté par un psychiatre pour y aller. Oui. Et ils sont OK. extraordinaires. Ah Bien, merci j'ai jamais entendu beaucoup. parler de ça. Merci pour l'info. Merci Ah Ah à bah, oui, vous. c'est parce que génial. ouais, ça c'est Ah, noté. c'est Merci pour ça que beaucoup. j'aime, ces moments de partage. C'est Ouais, que Ils du sont ouais. bonheur. centres experts sur d'autres troubles d'ailleurs, hein, les troubles anxieux généralisés aussi, Ouais, mais c'est sur ce la que je vois. bipolarité, ils le sont aussi. OK. Fondation fondamentale. OK, Ouais. je regarderai ça. Parce qu'effectivement, ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Moi, j'ai lu dans plusieurs ouvrages, les plus classiques que vous connaissez, que bien sûr, il y a toujours cette question d'erreur de diagnostic. Et moi, j'en ai vu dans ma pratique. J'ai pu constater qu'il y avait eu des erreurs de diagnostic parce que le chemin avait été suffisamment long pour se rendre compte que maintenant, effectivement, un HPI peut avoir d'autres pathologies. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent et très attentif. Mmh. Mais pour des personnes qui ne connaissent pas, le raccourci est très vite fait. Ascenseur émotionnel, ça monte et ça descend, et forcément, on va aller vers la bipolarité. C'est tellement proche que c'est super difficile. Donc, attention effectivement à tout ça. Mmh. Donc ça, c'était en tout cas, merci Aurélien, c'est Ouais, super. Ouais, franchement, que du bonheur. super. Donc ça, c'était notre, effectivement, notre première clé, pardon, c'était, vraiment connaître correctement ces profils HPI. Enfin, ça Heu, nous conduit vers la deuxième. C'est surtout savoir qu'ils ne sont pas comme les autres dans leurs réactions. Et la deuxième clé, c'est, comme tu le disais, connaître et comprendre le profil. ouais, c'est ça, Ça pour nous... pouvoir s'ajuster. Voilà. Et connaître et comprendre, eh bien, c'est sur différents plans, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une compréhension sur le plan cognitif, vraiment sur qu'est-ce qui se passe là, dans ce cerveau, dans la compréhension du monde. C'est hyper important parce que en le sachant, vous allez pouvoir accompagner correctement vos patients pour comprendre comment ils fonctionnent. Mmh. Avant de développer vite fait les autres plans, je vous donne cet exemple que mon conjoint m'avait donné. Son papa était médecin et puis, il ne voyait pas bien du tout. Il se cognait tout le temps, mais tout le temps, jusqu'à ses 5 ans. Il a même été à l'hôpital, ouverture du crâne, enfin bref, tout. Et puis à 5 ans, il y a un médecin, pas son papa bien sûr, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, qui lui met une paire de lunettes sur les yeux et là, mon conjoint m'a dit: «Mais en fait, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que je me suis rendu compte ce que ça voulait dire bien voir». Et quand c'est super intéressant cet exemple, parce que ça, j'en entends tellement de fois. Quand on est son propre référentiel et que du coup, on ne comprend pas vraiment comment fonctionnent les autres, eh bien du coup, on ne peut pas, dire: «Ah mais moi je vois mal» ou «Moi là je comprends mal» ou «Moi je comprends différemment». Eh bien les HPI, ça arrive que beaucoup d'HPI se fassent tester et quand bien même 2 ans, 3 ans, 6 ans plus tard, ils sont encore parfois en doute ou en questionnement avec eux parce qu'ils n'arrivent pas intellectuellement à comprendre, à saisir en fait comment fonctionnent les autres, comment fonctionne aussi la majorité. Et du coup, comprendre leurs spécificités cognitives, c'est aussi pouvoir leur donner des exemples sur la manière dont les autres personnes, peut-être plus typiques ou d'autres HPI, vont raisonner pour qu'ils puissent développer une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de leur relation au monde. Donc, connaître voilà, ce plan cognitif, c'est important. Connaître bien sûr les spécificités neuropsychologiques, c'est important. Connaître aussi les spécificités qu'il va y avoir sur le plan physiologique, notamment avec l'hypersensibilité. Mmh. Pour certains profils HP qui sont hypersensibles, moi, je sais que les patients, ils adorent quand je passe vraiment du temps à leur expliquer qu'est-ce qui se passe sur le plan physique. euh, et ils se rendent compte que, ah ok, en fait, ils ne sont pas fous. C'est normal ce qu'ils sont en train de vivre, mais surtout comprendre les implications. D'accord? Sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça implique sur le plan relationnel
d'être différent. Et ça, il y a un énorme boulot et ça, Magali, tu es la spécialiste là-dessus. Il y a vraiment le plan de la communication. Voilà, comment on dit, comment on parle, comment on explique aux autres. Ça, les HPI en ont vraiment souvent besoin et comprendre leur manière de réfléchir et leur manière de communiquer, c'est vous permettre en tant qu'accompagnant de pouvoir trouver les clés, pour lever en fait les mal-être, les souffrances, ou les difficultés. Et ça, c'est fondamental. Cette connaissance de ce profil, elle est vraiment importante. Et j'y ajoute, bien sûr, parce que je suis que développementaliste, mais dans le lifespan, c'est-à-dire vraiment le développement de l'enfant, de l'ado, de l'âge adulte, avec aussi les différentes époques, dont celle de la crise de milieu de vie, hein, qui est quand même pas petite chez les HPI. Généralement, elle est aussi grosse qu'une belle crise d'adolescence. Donc, donc c'est pas rien. Et connaître ces profils, c'est important parce qu'on ne peut pas les accompagner de la même manière. Et ça, des anecdotes, on en a plein avec Magali, mais moi, je vois, alors moins maintenant, mais je sais qu'en tout cas, les 6 premières années, quand je faisais des supervisions en groupe avec d'autres psychologues, à chaque fois, on me disait: «Non mais Emmanuel, enfin, tu peux pas faire ça avec cet ado, tu vas trop loin». Bah oui, mais en fait, je peux pas faire autrement. Sinon, d'une, il s'ennuie et en plus, il est dans la demande. Quand je travaille les burn-out, on me dit: «Mais c'est pas possible, enfin, tu as pas pu faire ça en 6 mois, comment la personne a pu?» Là, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et le rythme de travail n'est pas le même avec les patients HPI. C'est Et ça. ça, en tant qu'accompagnant, c'est aussi important parce que des fois, on est déstabilisé avec les repères normatifs que l'on a appris. Mmh. Et je rebondis sur ce que tu dis, moi aussi en supervision, j'ai longtemps entendu: «Mais non, mais de toute façon, tu as pas à faire autrement avec eux qu'avec les autres». Hein, en gestalt, il y avait, le cadre très précis, même si c'est très créatif et très, très, large en termes de solutions et de formes qu'on peut proposer, eh bien, j'avais affaire à des collègues que j'aime beaucoup, mais qui, ont longtemps pensé, qu'on faisait avec eux comme avec, tous les autres. Et je me suis battue, dans mes différentes supervisions pour dire: «Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis d'accord que la gestalt, elle est tellement ouverte qu'elle s'adapte à tout le monde et qu'on va avoir la même posture, oui. Mais, quand même, il faut connaître les spécificités parce qu'il y a des choses qui ne vont pas coller et il faut les connaître et il faut vraiment appuyer là-dessus». Et c'est justement ça que l'on met en avant dans notre formation avec, Emmanuel, c'est que on va traduire ou vous aider à traduire tout ce qu'on peut vous donner comme, éléments, comme apport pour, accompagner ces publics-là. Comment on va pouvoir les adapter, les ajuster à votre obédience? Comment vous, vous allez pouvoir rester dans votre posture, mais en tenant compte de tous ces détails-là et comment bien les ajuster tout en restant vraiment, avec votre façon de pratiquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc la deuxième clé, elle est là, c'est vraiment comprendre le profil, connaître le profil, à la fois pour pouvoir l'expliquer aux personnes qui viennent vous voir, parce que ce que tu disais m'évoquait aussi quelque chose de très important. Moi, j'aime beaucoup les premières séances avec des personnes qui arrivent et qui découvrent et qui savent pas trop et qui comprennent pas tout, qui ont lu, peut-être parfois elles n'ont même pas lu d'ailleurs, de livres, elles connaissent pas. Ce moment-là où on leur explique, on leur donne une synthèse avec, les caractéristiques, avec, d'où ça vient, la neurophysiologie, c'est pas un hasard, et cetera. Rien que de poser des choses comme ça a quelque chose de rassurant déjà pour ces personnes-là et ensuite nous avons à aller à continuer dans notre pratique et notre accompagnement avec tous ces outils, avec, en tout cas tout ce regard, avec tout ce savoir, par rapport à ce qu'il en est de ce profil. Donc Mmh. ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la deuxième clé. Et finalement, ce qui est intéressant, Magali, dans ce que tu as posé, c'est que tu as glissé, sur la troisième clé qui, pour nous, est importante puisque tu l'as évoquée. C'est, tenir, sa posture avec, un patient à haut potentiel intellectuel, savoir tenir compte de ses spécificités pour réagir correctement dans sa posture d'accompagnant, dans sa posture de thérapeute. Et finalement, c'est exactement ce que tu posais, Magali, c'est-à-dire, c'est des patients qui vont nous emmener plus loin que le cadre que l'on a appris et au-delà du cadre, qui vont aussi nous amener, loin des fois avec nous-mêmes. Et du coup, il va falloir s'écouter,
va falloir apprendre. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est que vraiment ce qu'on met au centre dans la formation. C'est qu'on n'est pas là pour donner une technique, une méthode, en disant faites comme si vous allez voir, ça va marcher, faites le nouveau dernier truc que nous on a appris parce que méditer, tout le monde va aller mieux dans la vie. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, ça va être vraiment de permettre à chacun de garder sa posture tout en travaillant sur de la flexibilité et une flexibilité qui est même au-delà de la posture, qui est aussi une flexibilité interne. Ça, enfin, voilà, on a vraiment des manières de travailler différentes avec Magali. Mais moi, je sais qu'avec les patients HPI, je vais très peu mettre de masques, très peu mettre de filtres parce que c'est des patients Pas les masques actuels, hein, j'aurais dû en mettre, j'aurais dû remarquer. précisez quand même. Il faut faire des blagues un peu nulles aussi, on aime bien des fois. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, voilà. De ne pas mettre de masque, excuse-moi, mais c'était à propos. Hein. C'était tout à fait à propos. Mais voilà, de pouvoir avoir quelque chose, en tout cas pour moi, qui est accessible, parce que c'est des patients qui, souvent, je l'ai entendu, me disent: «Oh là là, si vous saviez le nombre de thérapeutes, de coachs que j'ai essayé avant et où je sentais que je ne pouvais pas aller trop loin parce que peut-être, la personne, elle n'était pas prête à entendre ou elle n'était pas prête à ceci ou» et du coup, c'est quand même assez incroyable, c'est que beaucoup de patients font attention à leur thérapeute pour pas trop les ébranler, ce qui est un peu le monde à l'envers et ça, de très jeune âge, d'accord? Des enfants très vite qui captent que voilà, OK, ici, ah oui, ici on ne peut pas tricher et puis des enfants qui me disent: «Ah, tu vois, avec toi, je ne peux pas te mener, à la doigt à la baguette. L'autre thérapeute, je pouvais lui raconter ce qu'elle voulait, elle avait rien à faire, mais alors toi, tout de suite, tu vois que je suis en train de mentir ou tu vois que je suis en train de me cacher» et ça, c'est des choses auxquelles ils sont vraiment très sensibles. Ou d'autres, des adultes qui vous disent vous, je sais que vous ne me laisserez pas m'écarter. C'est ça. Il y a quelque chose qui se passe comme ça. Alors, je ne sais pas comment c'est visible, mais ça l'est. Et ce que je voudrais rajouter sur cette troisième clé, c'est que ce qui est important aussi dans la relation thérapeute-client ou thérapeute-patient, selon vos obédiences, c'est si vous-même vous êtes concerné par le haut potentiel, c'est hypersensibilité contre hypersensibilité. Et ça, il faut en tenir compte aussi, parce que les thérapeutes HPI, ça peut être plus difficile pour eux, que ce soit avec des neurotypiques ou des neuroatypiques. Quand on est thérapeute et qu'on est HPI, forcément, on sait bien que ce n'est pas un métier qui est toujours facile. Hein. Il y a des situations où on est confronté, où on est obligé d'aller dans la confrontation. Et quand on est hypersensible, moi, je me souviens de mes premières années, c'était pas facile. Et en même temps, c'est nécessaire aussi d'amener les personnes là où elles ont besoin d'aller, mais parfois, ce n'est pas confortable pour nous non plus, thérapeutes professionnels. Et donc, c'est là la troisième clé qu'on travaille aussi hein, dans tout ce qu'on a à transmettre, c'est vraiment comment on va tenir compte de ça et ne pas oublier que si nous sommes concernés, nous sommes nous aussi dans cette hypersensibilité qui est confrontée à la leur, et qu'est-ce qu'on fait de ça dans notre pratique et dans notre posture. Et comment on peut s'en servir aussi. En tout cas, en Gestalt, je me sers beaucoup de ça. Et c'est très efficace. Et super. Et ce qui amène et découle, aujourd'hui, c'est très fluide, c'est chouette. Ouais. La dernière clé qui est en fait d'apprendre à s'écouter. Alors bien sûr, ça va de soi, j'ai envie de dire, c'est une des clés de base qu'on apprend tous en tant que thérapeute ou accompagnant, ou enseignant d'ailleurs, c'est apprendre à s'écouter. Pour autant, comme tu viens de le souligner Magali, apprendre à s'écouter avec en face un profil hyper c'est pas facile, ça remue et c'est intense, en fait et c'est ça qui est important, c'est de prendre en compte l'intensité des échanges, l'intensité de ce que ça va générer aussi à l'intérieur de vous, pour avoir aussi les clés parfois de comment réagir et quoi en faire, en fait, dans le quotidien. Ça, c'est vraiment important. Mm. Mm. Mmh. Et on ajoute là-dessus, qui va de pair, savoir s'entourer, savoir créer un réseau
Et ça aussi, ce sont des choses auxquelles on vous encourage parce que quand on accompagne les HPI, d'abord, on a besoin de créer un réseau pour soi, pour être soutenu. Vous voyez, je vous donnais mon exemple tout à l'heure de la supervision. J'ai converti tous mes copains, toutes mes copines en supervision au HPI. Maintenant, ça y est, quand ils ont un truc, ils viennent me voir. Mais les premiers temps, ça a été dur. Donc, c'est difficile d'avoir du soutien quand on est seul avec ça. Donc, c'est important de s'entourer de ses pairs, de s'entourer de personnes qui peuvent vous soutenir dans votre pratique. Mais c'est important aussi de créer un réseau qui va vous permettre d'orienter les personnes là où il faut. Parce que seule la thérapie ne suffit pas. Bon, c'est valable pour les neurotypiques aussi, mais particulièrement pour les HPI, il y a peut-être plusieurs disciplines dont ils vont avoir besoin. Des ostéopathes, des orthophonistes, des naturopathes, qu'est-ce qu'on peut dire, les psychiatres, bien sûr, enfin, d'avoir votre réseau et de savoir, les sophrologues, à qui je vais m'adresser, pourquoi, quand, comment, les graphothérapeutes, et savoir avec qui je travaille, pas envoyer les gens n'importe comment, parce que forcément, quand on fait ça, parfois on croit bien faire et puis on a des mauvais retours. Donc, c'est important de créer son réseau. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a fait avec Emmanuel. On a démarré par là et grâce à la FEP notamment et puis à nos relations communes, on a échangé, on a créé un réseau. Oui, on peut s'échanger des adresses chaque fois qu'on en a besoin. Et ça fait partie des clés essentielles quand on veut les accompagner, ne pas rester seul dans son petit village de Gaulois, mais s'orienter vers toutes les possibilités et savoir à qui je peux m'adresser en cas de ceci, en cas de cela. Et c'est aussi pour ça, hein, que d'ailleurs on s'est ouverte, autant avec Magali, ces 2 dernières années. C'est que, on fait de la supervision aussi en plus Mmh. et c'est surtout que, en tout cas, je sais pas pour toi Magali, hein, mais moi je sais que personnellement, je vois que mon réseau, je l'ai beaucoup développé dans le secteur lieu où je suis, et en fait, depuis, 2 ans et demi, je suis amenée à avoir des patients, de partout en France et même, à l'extérieur de la France. Et j'en suis vite venue, à être limitée, en fait, dès que je voulais accompagner en pluridisciplinaire les personnes HPI, d'autant plus que, voilà, les personnes HPI ont souvent besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. En tout cas, moi, je travaille comme ça parce que, ils ont besoin d'être ramenés dans le corps et clairement, c'est pas en visio que je vais les ramener dans le corps, enfin un petit peu, mais pas tant que ça et donc du coup, il y a besoin aussi d'autres thérapeutes autour et c'est vrai que d'ouvrir son réseau, heu et c'est aussi ce qu'on fait grâce à cette formation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de personnes un peu partout, donc c'est génial. Et on peut orienter, on peut ouvrir pour une meilleure prise en charge. C'est Ça, ça. c'est Alors, il y a des pratiques qu'on ne peut pas recommander en visio. Moi aussi, j'ai beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, donc c'est pas forcément facile de leur dire allez voir tel ostéopathe à Phnom Penh ou je ne sais plus où, mais en tout cas, à partir de là, développer son réseau, c'est aussi s'entourer de professionnels quand c'est possible qui fonctionnent à distance. Par exemple, dernièrement, j'ai découvert une naturopathe qui fonctionne à distance et je suis super contente parce que je peux la recommander à tout le monde. Bon, alors bien sûr, c'est mieux quand on peut la voir, mais elle peut quand même travailler comme ça, elle peut très bien travailler de cette façon-là. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir s'interroger sur en présentiel et en distanciel, qui je peux recommander, comment je peux recommander et s'entourer vraiment du réseau qui peut aider tous ceux que vous accompagnez. voilà. Donc on vous a donné des petites clés, mais en fait, on pourrait vraiment avec Magali rester toute la soirée, vous donner plein de trucs. Mais là, on a, en tout cas pour ma part, besoin aussi de prendre un temps de partage avec vous parce que, par exemple, à l'intervention d'Aurélien et d'Isabelle, sont super. Je vous remercie, c'est très enrichissant de vous avoir et d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, peut-être à nous partager aussi des situations ou des questions que vous avez, je ne sais pas, pour vous. Mm. Ou des questions, peut-être. Ou nous dire déjà quelle est votre pratique, parce qu'on ne vous connaît pas tous. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis en formation pour l'instant, en reconversion professionnelle donc pour devenir sophrothérapeute. Donc j'apprends et je découvre plein de choses intéressantes, notamment la sonothérapie et puis le kototama. Ce sont des pratiques qui sont vraiment très riches parce que passer par le corps et puis les sons, c'est vibratoire et ça fait énormément de bien. Donc voilà. Ah super, merci Isabelle. Les sons avec les bols tibétains,
pratique Oui, avec le tout ça, ouais. cristal et puis surtout les diapasons aussi, c'est quelque chose encore qui n'est pas Ah trop, oui, oui, qui est pas trop connu. Enfin, c'est pas que c'est pas trop connu. Au Canada, ça se pratique et dans certains, comment dirais-je, hôpitaux, ils s'en servent en cardiologie, je sais. Et bon, c'est pas trop répandu encore. Ça commence à prendre de l'ampleur et c'est très intéressant. Alors, dernièrement, là, j'ai acheté un livre qui est très intéressant. C'est le Tao du son qui a été écrit par Fabien Maman. C'est vraiment chouette. Voilà. du son. Là-haut du son. On note ce soir, on fait de l'échange de bonnes infos. Super. Oui, oui. Après, il faut être très ouvert sur pas mal de choses, mais voilà, il faut s'ouvrir à la vie, il faut s'ouvrir à plein d'autres pratiques et tout le monde s'enrichit des uns et des autres parce que c'est vrai que toutes ces techniques, malheureusement, ce n'est pas toujours accessible à la Oui. population C'est vrai. et c'est toujours réservé à une population, on va dire, qui ont les moyens et c'est dommage de ne pas en faire profiter d'autres, enfin, tout le monde finalement. Oui. Que ça soit même la sophrologie, que ça soit la naturopathie, je pense que c'est des choses qui devraient être apprises même déjà à l'école, voilà, enfin, en débutant de la vie, tout simplement. Voilà. On accueille une nouvelle personne qui arrive peut-être en retard. Bonsoir Christelle. Bon, on va attendre qu'elle arrive, mais excusez-moi, j'ai fait une parenthèse pour accueillir Christelle qui est en train de se connecter à l'audio. Bon, Alors, est-ce qu'il y merci a pour d'autres le partage, Isabelle. Donc, Isabelle, et qui veut se présenter pour nous dire quelle est votre pratique et... Alors, moi, Laurence, Ah, ok. on en avait deux en même temps. Deux en même temps. Bon, après, honneur aux Laurence, dames. Honneur ouais, aux dames. merci. C'est galant, merci. Merci. Mais moi, je suis coach, coach de vie. C'est une reconversion puisqu'avant, j'étais médecin et j'accompagnais les personnes qui avaient des handicaps lourds. Et depuis peu, j'ai rajouté le tarot. Alors, pas le tarot de Madame Irma, hein, mais le tarot en outil de coaching. C'est extrêmement intéressant. Ouais. Et je suis moi-même concernée par le haut potentiel et quasiment tous mes clients sont des hauts potentiels. Bon. Et je voulais rebondir en fait sur la notion de, comment dire, voilà, je vais chercher mes mots pendant 5 minutes, hein, normal. Tu as le temps, Laurence. Enfin, j'ai remarqué avec mes clients, quand tu disais oui, vous n'allez pas me laisser m'échapper, quoi. Hein. Et c'est une grosse tendance qu'ils ont, et en même temps, il y a ce côté de dire ah, j'ai bien trimballé mon thérapeute. Avec un petit côté content de soi quand même. On connaît. Et c'est vrai que je sens, ils me le disent, qu'ils apprécient ça, effectivement. Le fait de dire, je ne peux pas m'échapper, quoi. Alors, ça grince un peu parfois aux entournures, mais ils apprécient ça. Ils ont besoin de ça, vraiment. Ouais. Tout à fait. Ah, c'est chouette. Merci pour ce partage, sacrée expérience. Vous avez fait plein de fois le tour du tarot, c'est chouette. Oui. C'est de la transformation, ça. Je vous recommande les publications de Laurence sur Facebook. Merci. Gilles? Alors moi, c'est un peu particulier parce que du coup, je ne suis pas du tout praticien, mais je suis manager. En fait, je dirige des équipes depuis pas mal de temps. Et en fait, j'ai découvert moi aussi que j'étais HPI il n'y a pas très, très longtemps non plus. Et j'ai découvert que j'étais entouré de plein de gens comme ça et qui ne le savaient pas pour autant. Donc, bon, je me suis effectivement pas mal documenté. Je rejoins sur pas mal de sujets que vous avez abordés comme tout à l'heure sur les livres qui disent beaucoup de la même chose souvent. Et qui du coup, moi, là où je suis confronté, c'est que je suis souvent face à des gens qui le sont sûrement, mais qui ne le savent pas. Et donc, du coup, je me rends bien compte que de pouvoir accompagner ces gens-là qui, effectivement, on a tendance à les mettre dans des cases et on se rend compte qu'ils ne le sont pas, parce que moi-même, je l'ai été, du coup, voilà, c'est le parcours qu'on se retrouve. Et là, j'ai du coup fait une reconversion parce qu'il n'y a pas de secret non plus, puisque je travaille dans le handicap.
Du coup, j'ai fait une reconversion il y a 2 ans. J'étais déjà directeur d'établissement socio-culturel ou de management. Et là, je me suis entré notamment sur le public ITEP et autiste. Donc là, il n'y a pas de secret non plus, hein, clairement. Et je me retrouve confronté donc avec des collègues qui, pour la plupart, ont des caractéristiques similaires, qui du coup, on voit très bien qu'en termes d'accompagnement, tous ne le savent pas. Et donc, c'est là toute la difficulté. C'est ce que je vois dans ce que je me retrouve moins dans le débat de ce soir. C'est que moi, je suis confronté à des gens qui ne le savent pas forcément ou qui n'ont pas encore franchi cette barrière. Et donc, du coup, sans forcément leur expliquer, parce que pour certains, ce n'est peut-être pas le cas non plus, hein, attention, hein, mais avec, vous l'avez évoqué, cette sensibilité, pour moi, il n'y a pas de secret, on le ressent en fait. C'est quelque chose que, du coup, il y a une connexion qui se fait. Où vous dites, vous, quand vous recevez les clients ou les patients, on se lit en nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi, dans mes équipes, je vois très bien à qui je lis, en fait, et qu'il y a une connexion qui se fait, où du coup, je vais pouvoir les amener à des endroits où ils n'iraient peut-être pas forcément tout seul dans l'accompagnement, je parle bien, hein, attention. Et du coup, j'en fais une force aussi, puisque du coup, j'ai des gens qu'on a un peu détruits tout au long de leur vie, leur carrière, parce qu'on les a mis dans des cases, parce que ils ne rentraient pas dans le moule. Et donc, du coup, moi, ces gens-là, ils m'attirent, entre guillemets, et donc je le sens bien, et c'est ce qui a fait que je me suis amené aussi à me découvrir tout ça. Et c'est ces clés-là qui m'intéressent dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment, en fait, accompagner ces gens-là. Alors, moi, c'est un peu plus subtil parce qu'ils ne le savent pas forcément, et donc les accompagner après vers vous, du coup, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur propre chemin. Mais il y a tout ce travail en amont et normalement, moi, je pense que notamment dans mon secteur d'activité, il y en a pas mal qui sont concernés. Il n'y a pas de secret. Ma collègue, on en a échangé puisque du coup, moi, j'ai pris le parti aujourd'hui d'en parler. De quelque chose où quand j'ai un manager avec moi ou un responsable de parler de ça, ce qui n'est pas simple, hein, on voit bien que c'est quelque chose où c'est pas toujours pratique, mais j'ai aussi découvert que quand j'en parle, c'est aussi avec des gens qui le sont en fait. Donc du coup, au final, il y a une certaine libération qui se fait, mais on voit très bien, alors moi c'est la question que je poserai à Magali, c'est quand vous accompagnez des RH dans les entreprises, c'est pour la plupart, ils démarchent, ils ont envie d'en parler, mais au final, voilà. En fait, ce qui se passe quand j'interviens en entreprise, ce sont quelques personnes qui sont sensibles au sujet, souvent qui m'introduisent et me demandent d'intervenir pour parler du sujet en entreprise. Et chaque fois que c'est le cas, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Beaucoup de gens qui sont intéressés, qui viennent écouter ou qui écoutent le replay et qui soit se demandent s'ils le sont, soit savent qu'ils le sont mais n'ont jamais voulu le dire, soit découvrent complètement le sujet. Et alors là, j'ai des mails les jours qui suivent pour soit pour mon rendez-vous, soit pour en savoir plus, parce que d'un coup, ça les éclaire. Et l'objectif, souvent, c'est que les managers de ces entreprises aient des clés, soit parce que certains sont concernés aussi et ont envie d'en faire quelque chose et de le transmettre, soit ils ne sont pas forcément concernés eux-mêmes, mais ils ont envie d'aider leurs équipes beaucoup mieux parce qu'ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas faire avec eux comme d'autres et qu'ils peuvent se louper et qu'on peut passer à côté de choses incroyables. Et ça, je le vois tous les jours parce que dans les personnes que j'accompagne, il y a souvent des personnes qui viennent me voir pour des problématiques professionnelles parce que bien souvent, c'est un statut de salarié avec des managers qui ne le comprennent pas, avec on me demande un résultat, je donne 3 fois plus, mais on n'est pas content de moi parce que je ne suis pas passée par le chemin qu'ils voulaient eux, ou on ne se comprend pas dans la communication, ou moi je vais 3 fois plus vite, ou etc., etc. Enfin, vous connaissez. Et donc, en fait, l'idée dans l'entreprise, c'est vraiment de le faire connaître le plus possible. En tout cas, moi, j'œuvre dans ce sens. Le faire connaître le plus possible. C'est pour ça que je propose des conférences de sensibilisation, juste ça, présenter le sujet. Ça parle à beaucoup. Et à partir de là, s'il y a des managers qui sont sensibles ou qui veulent bien aller plus loin, alors il peut y avoir des sessions de suivi, d'études de cas où on va les aider, comment faut-il faire avec tel profil, etc. Et voilà, après, c'est l'affaire de chacun de se faire accompagner, de se faire tester ou pas. On ne rentre pas dans ce détail-là au niveau de l'entreprise, on le suggère, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, en termes de clés pour le management, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Voilà. J'en suis convaincu. Ça peut s'instaurer comme ça.
Mais ça, j'en suis convaincu. De toute façon, aujourd'hui, c'est clair que partout où je suis passé, quand je fais mon parcours un peu de vie, entre guillemets, je me rends bien compte en fait qu'on retrouve en fait des schémas similaires. Malgré tout, malheureusement, le monde, alors moi de la fonction publique auparavant, mais même le monde associatif, en fait, c'est moins développé. Clairement, on voit qu'au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose qui commence à être pris en compte. Par contre, au niveau de ces secteurs d'activité, ça reste un peu, voilà, c'est atypique, c'est bizarre, ça sort du cadre, donc c'est pas normal. Et donc, du coup, on a plutôt tendance à écarter, voire même mettre en difficulté, plutôt que de vouloir accompagner. C'est pour ça que moi, bon, aujourd'hui, j'ai une fonction qui me permet justement d'encadrer des personnels et donc, du coup, d'essayer d'accompagner ces gens-là. Mais je me vois bien que je suis des fois un peu en décalé par rapport à d'autres collègues managers qui du coup disent non mais qu'est-ce que tu fais, c'est une perte, c'est une patate chaude entre guillemets, on n'en fera jamais rien et au final on arrive à éveiller des gens qui ont tout un potentiel, mais on a juste un peu écouté et pris en compte leurs désirs, quoi. Voilà. Cette Donc, formation, elle s'adresse aussi à des managers parce qu'on va vraiment, on vous montrera si vous voulez tout à l'heure le contenu du programme, on va vraiment aller dans toutes les sphères qui concernent le profil et donc c'est aussi utile à un thérapeute, à un professionnel de santé, qu'à un consultant, qu'à un DRH, qu'à un manager pour justement faire avec ces profils et savoir mieux communiquer et obtenir des résultats positifs de part et d'autre. Ouais. Et comme vous l'expliquez, Gilles, c'est-à-dire parfois sans forcément dire ben, tu l'es ou tu l'es pas, mais d'utiliser ce fameux feeling. Et c'est vraiment tout le travail, enfin, c'est une grosse partie du travail qu'on a vraiment dans la formation pour, comme tu le disais, hein, Magali, hein, que ce soit pour les accompagnants, les thérapeutes ou dans le cadre du management, comment en fait on va faire pour accompagner la personne à se révéler par elle-même, à optimiser en fait son fonctionnement. Parfois, nous, en thérapie, ça prend 2 ans hein, avant que des personnes viennent faire des tests ou pas, peu importe. L'objectif, c'est voilà, comment on va poser cette communication, comment on va le travailler. Non, c'est super. Merci de ce Oui, témoignage. merci de ce témoignage. Ouais. Il y a ceux qui veulent aller vite et puis il y a ceux qui prennent le temps. En fait, ça se fait, il faut étudier tous les cas de figure, quoi. Ouais. La nature humaine. Voilà. Merci, Gilles. Merci à vous. Aurélien, peut-être? Oui, alors moi je suis coach en partie sur mes heures perdues ou bien remplies d'ailleurs. Et je suis également directeur d'établissements médico-sociaux Ah oui, dans le secteur du handicap. Je dirige un pôle de 6 établissements d'accueil pour adultes en situation de handicap. d'accord. Plutôt versé déficience intellectuelle, mais avec des profils autistes et notamment des profils autistes Asperger également. Et j'ai développé une activité de coaching parce que c'est aussi mon métier de base. J'ai été accompagnateur socio-professionnel, j'ai été consultant en reclassement et libérer les potentiels, c'est quelque chose qui a toujours été assez intéressant pour moi. Et du coup, je me suis formé au coaching pour avoir une autre approche et aussi une autre approche de ma fonction de direction, de ma fonction de manager. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir un autre prisme et d'avoir d'autres angles. Et comme je suis toujours en soif de choses, ben, là, j'ai entamé une licence de psychologie. Et voilà, histoire de boucler la boucle. Et le témoignage que je vais vous partager, c'est le mien, puisque j'ai été diagnostiqué à tort comme étant bipolaire et j'ai eu la chance d'être orienté vers ce centre expert qui a dit que non, j'avais des troubles unipolaires de l'humeur, certes, mais au moins unipolaires et qui donc j'en ai échangé avec ce centre expert qui m'a dit oui, il y a effectivement une frontière qui est relativement ténue entre la cyclothymie des personnes à haut potentiel intellectuel et ce qui peut être qualifié un peu trop facilement parfois par certains psychiatres d'une bipolarité. Donc je trouve intéressant effectivement d'échanger autour de ça, autour des limites et aussi autour d'une définition qui est aussi polymorphe que le HPI lui-même. Et c'est quand même extrêmement important, enfin, ça devient quelque chose un peu à la mode, la douance, le HPI, aujourd'hui on en entend parler. Enfin, sur LinkedIn, c'est hallucinant le nombre de thérapeutes, coachs HPI qui fleurissent. Pour autant, ça s'improvise pas, je crois. Ça peut être très dangereux de mal accompagner un HPI.
je suis bien placé pour le savoir. Tout à fait. Et je pense que c'est important d'échanger autour de ça, de s'entourer. Vous avez parlé de pluridisciplinarité, je trouve Oui. ça extraordinaire. De connexion au corps, oui, c'est extrêmement important. Je travaille et mon associé est sonothérapeute, donc ça a pas mal Ah tiens, résonné Isabelle. ce qu'Isabelle a pu dire. Sonothérapeute et sophrologue, et je trouve ça intéressant effectivement de ne pas être excluant, parce qu'un HPI, c'est aussi une personne qui est englobante et multifacette. Et de fait, c'est important d'aller voir un peu partout. Et voilà, je trouve intéressant, enfin, je trouve que votre démarche est très intéressante. J'ai tout à fait soif de connaître le contenu de votre formation. On Et va j'ai regarder, juste une question entre-temps, si vous me permettez. bien sûr. Je crois que vous avez parlé la dernière fois, en tout cas c'est quelque chose qui a résonné, de l'utilité du test, de l'utilité du diagnostic, de la nécessité parfois du diagnostic. Euh, Est-ce que vous voulez bien un peu développer un peu plus cet avis-là? Mhm. Ok. Alors, en fait, l'utilité du test, telle qu'en tout cas on l'a posé la dernière fois et telle qu'on le pose, c'est pour plusieurs raisons. Moi, je suis ni pour ni contre la passation de test. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pour eux, ça va être la révélation. Ils sont HPI, ils ont vu, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça fait aucun doute et ils vont cheminer avec. Bon, c'est entendable. Maintenant, pour beaucoup, le test va être l'occasion d'objectiver leur fonctionnement cognitif. Et même si ce test, entre psy, on peut s'amuser juste parce qu'on s'ennuie un dimanche pour refaire un peu d'épistémologie sur les tests, on pourrait bien sûr le critiquer dans plein de sens, ce test. Et c'est une évidence. Néanmoins, ce qui est quand même important, c'est que même s'il y a l'intelligence multiple de Gardner, à l'heure actuelle, les tests scientifiques pour montrer l'hypersensibilité, il n'y en a pas, d'accord? C'est compliqué. Pour montrer la créativité en France, en tout cas de ma dernière recherche l'année dernière, donc entre-temps, peut-être ça s'est développé, mais d'un point de vue scientifique, il y en a un qui existe et qui va que jusqu'à l'âge de 16 ans, donc c'est un petit peu compliqué. Bref, donc si on suit, il est difficile d'appuyer en fait à l'heure actuelle des tests scientifiques valides pour objectiver les différentes intelligences de Gardner. Maintenant, cette intelligence générale qui est travaillée par les échelles de Wechsler, elles sont pertinentes parce qu'elles offrent vraiment pour la personne une objectivation de son fonctionnement cognitif dans les grosses capacités cognitives qui servent à rendre intelligible le monde. Et lorsqu'une restitution est bien faite, et c'est souvent là-dessus qu'on insiste avec Magali, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le psychologue prend le temps d'expliquer les résultats, d'expliquer hétérogénéité ou homogénéité du test, et surtout l'hétérogénéité avec des hypothèses de travail, c'est-à-dire comprendre les troubles associés potentiels qui expliqueraient l'hétérogénéité, mais qu'en plus, on prend le temps de revenir sur chacun des petits tests qui composent. D'accord, c'est test. Moi, je l'adore, je suis hyper fan. C'est comme des cartes de tarot pour moi, Laurence. Donc, mais vraiment, moi, on me met ça entre les mains, je vois plein de trucs. Mais du coup, on va pouvoir expliquer, tiens, qu'est-ce que cognitivement on est en train de mesurer? Là, on mesure la capacité de catégorisation, par exemple. Eh bien, c'est quoi l'implication de la catégorisation dans le quotidien? Et qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui a un fonctionnement HPI et quelqu'un qui a un fonctionnement plus normé? Mais il n'y a pas que ça dans le test. On va y voir aussi le rapport au stress. On va y voir une gestion du stress. On va avoir aussi tout un travail postural, un truc énorme. Je le vois chez les HPI, les gamins qui sont là, qui passent le test et qui, toutes les 2 secondes, regardent le visage pour savoir c'est quoi la bonne réponse, qui donc s'appuient sur le comportement non verbal. Ça dit plein de choses. D'accord, des adultes qui, à vocabulaire, sont là en train de réfléchir 6 fois, en train de se dire alors attends, c'est quoi la réponse qu'il faut donner? Parce qu'ils ont activé au moins peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine de manières, bon, j'exagère, mais peut-être en tout cas une dizaine de manières de le dire, mais qu'il faut s'adapter à. Bref, c'est tous ces comportements qualitatifs aussi qui vont faire la valeur de la restitution. Bon, je me suis un peu emportée, mais du coup, je reviens sur le test. Et l'idée, c'est que… Recadrons. Mais du coup, l'idée, c'est qu'effectivement,
l'importance du test va être là à un moment donné pour aider la personne à ne plus douter, ou en tout cas à moins douter, et à commencer un cheminement d'appropriation de son fonctionnement. Parce que là encore, une restitution pour une personne HPI, il y a des gens pour qui ça va être la révélation. Il va y avoir une vraie bascule significative dans leur vie en termes d'accueil, de compréhension, de relecture d'eux-mêmes. Et il y a des personnes pour qui ça va être un chemin qui va prendre beaucoup d'années à assimiler. Et finalement, ce test va être comme une sorte de pilier de référence sur lequel ils vont pouvoir se poser pour ne pas douter en fait de la véracité de ce qu'ils vivent. Pour compléter, par rapport à la question d'Aurélien, je dirais, ça dépend en fait de où en est la personne. Ça dépend d'où elle en est dans son parcours de vie. Ça dépend de ce qui s'impose à elle au moment où elle se pose la question, au moment où elle découvre le sujet. Peut-être qu'elle le sait depuis longtemps, peut-être pas, peut-être c'est tout nouveau. Et ça dépend vraiment de quel sens ça va faire pour elle d'aller vers ce test. Moi, je suis comme Emmanuel, ce n'est pas quelque chose que je propose à tout prix, que je conseille à tout prix. Mais par contre, je suis toujours très vigilante, et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on enseigne dans notre formation, de prendre le temps de penser, de découvrir le profil avant de dire d'un coup, moi, je veux aller passer le test, et alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit vraiment. Donc, c'est prendre le temps de comprendre et prendre le temps de sentir quel sens ça fait de le passer ou de ne pas le passer. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, bah, écoutez, Magali, moi là, ça me va, avec ce que vous m'avez expliqué, avec ce que je découvre, avec l'accompagnement qu'on a fait, ça me va. Je sais, pour moi, c'est OK, je fais partie de ce lot-là de la population, et ça me permet de mieux me comprendre, mais je n'ai pas besoin d'aller au-delà, ça me va. C'est quelqu'un qui, en fonction de ce qu'il vit dans sa vie, n'a pas besoin. Et par contre, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin pour restaurer la confiance en eux, pour savoir, pour mieux comprendre, pour le sentiment d'appartenance. Il y a plein de choses qui vont intervenir, et savoir un petit peu comment se situer, surtout pour les personnes qui manquent de confiance. Ouais. Et ce que je dis souvent, je le répète souvent, mais c'est mon truc, c'est ma métaphore préférée, je crois qu'il y a des années que je le dis, c'est mon histoire de paire de chaussures. C'est si vous avez une tribu d'Africains qui ont toujours vécu pieds nus, et un jour on leur dit maintenant, il va falloir mettre des chaussures, c'est comme ça, vous n'allez plus courir pieds nus, vous allez courir avec des chaussures. Et donc, il y a quelqu'un qui arrive avec un gros camion avec plein de boîtes de chaussures, mais avec toutes les pointures possibles. Et on leur dit, ben voilà, il y a du 36 et jusqu'à 45. Le chef de la tribu, qu'est-ce que vous croyez qu'il va demander comme pointure? La grande. La plus grande. Le chef, il va dire, moi, je veux du 45. Ben, il va avoir l'air bien avec son 45 s'il fait du 38. Ça ne va pas l'aider à courir, hein. Et inversement, si celui qui est tout discret, il fait du 36 et que, il ne fait pas du 36, il demande du 36 et qu'il fait du 41, ben, il ne pourra pas courir. Donc, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un QI élevé ou un QI bas, une pointure élevée ou une pointure basse, c'est de trouver sa pointure, de savoir où on se situe. Et parfois, le test, c'est ça qui permet de conscientiser, de mesurer, c'est de se dire où est-ce que je me situe dans la courbe, comment je me situe par rapport à l'ensemble du monde, parce qu'il y a des pourcentages par tranche, ça peut donner une idée, ça peut donner une couleur, et peut-être pour certaines personnes, c'est précieux de savoir ça. Mais ce n'est pas de se dire je veux à tout prix être en haut, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un diplôme, c'est où est-ce que je suis. Il y a des gens qui ne sont pas dans la tranche supérieure, qui ont 100 de QI, voire moins, et qui sont des gens très bien et qui font des choses formidables dans la vie, et Dieu merci. Voilà, donc c'est tout qui est à considérer. Mais c'est savoir où je me situe. C'est ça qui peut être intéressant dans le passage de test, pour moi. Et puis, il y a cette histoire de formation des psychologues qui font passer les tests, qui connaissent déjà bien les tests, les profils. Mais là-dedans, en fait, ce qui est important, c'est que dans la connaissance de ces profils, il y a, voilà, quand on fait passer le test, l'accueil en fait de là où en est la personne. Et clairement, un HPI qui a fait un trouble anxio-dépressif ou qui fait un burn-out et qui vient passer le test, eh bien, en fait, il va falloir le prévenir que les résultats qu'il va trouver, ce sera un peu au minimum syndical. C'est-à-dire que c'est lui avec son trouble anxio-dépressif et qui a une vraie influence. OK, et ça, c'est normal, c'est OK. En fait, c'est tout ça. Comment dire, la passation d'un test, en fait, c'est tout ce contexte qu'on prend en compte et dans lequel on va accompagner la personne pour comprendre, en fait, les résultats. Voilà. Je suis désolée, Aurélien, je me suis un peu
Est-ce qu'on a répondu à la question? Ouais, Meilleur. j'ai même envie de vous emporter un peu plus loin en prolongeant un tout petit peu. Juste, pardon pour les autres, mais si quelqu'un a eu une restitution décevante sur le plan justement de l'explication, enfin, vous identifiez effectivement la nécessité d'avoir une restitution qui soit globale, qui prenne en compte effectivement aussi le contexte de passation, enfin, vous venez de le redire. Et moi, j'ai été confronté à des personnes qui soit sont allées en test très vite et avaient besoin du chiffre et soit n'ont pas voulu l'entendre, ou alors le thérapeute en face, le psychologue n'a pas forcément été autour, et j'ai eu des personnes en face de moi qui m'ont dit, bah, je fais quoi avec ça maintenant? Ouais, c'est ça. Et comment je suis accompagné, comment je viens comprendre les choses. Alors, il peut y avoir soit l'hypothèse de la restitution pas complète, soit l'hypothèse de la restitution pas entendue, ou pas prête d'être entendue. Et du coup, on fait quoi derrière? On vous l'oriente? On vous l'oriente. La restitution D'où passée? d'où l'intérêt de la connaissance et de l'accompagnement, parce qu'à partir de là, effectivement, qu'on ait ou qu'on n'ait pas une réponse ou une réponse qu'on ne trouve pas satisfaisante parce qu'elle n'a pas été suffisamment explorée ou présentée, ce qui est important, c'est de s'approprier son profil quel qu'il soit. Donc, très bonne question. Effectivement, c'est ça à quoi répond aussi la formation, et Emmanuel en dira davantage sur le sujet par rapport à l'interprétation. Oui, bah, en fait, on l'a déjà posé par rapport à l'interprétation. Moi, je suis pas la seule référente. Heureusement, il y a des psys qui sont géniaux et qui vraiment gèrent hyper bien les restitutions. C'est juste que moi, j'aime ça, comme, j'aimerais le tarot, c'est pareil, en fait. C'est juste que c'est un moment qui m'est très précieux, la restitution. Donc j'y mets beaucoup d'amour et beaucoup de soin. Mais oui, c'est aussi ce qu'on pose dans la formation, c'est comment permettre aux gens, de mieux comprendre, en tout cas, cette restitution. Et puis, quand, un test, de toute manière, est passé, vu qu'un test, est scientifique, normalement, est passé de la même manière, théoriquement, en tout cas, dans le même enchaînement, les résultats restent des résultats. Donc, heu, moi, ça m'est arrivé de refaire des restitutions de personnes, de bilans, où des gens arrivent avec des bilans en me disant, «Bon, ben, je suis hétérogène, on m'a dit que j'étais peut-être HPI, mais je sais pas trop». OK, et on regarde le bilan, puis en fait, on dit: «Ouh là là, mais ouais, on n'a peut-être pas été voir qu'il y avait un trouble de l'attention là derrière», et en fait, ou plein d'autres choses, d'accord? Et finalement, bah oui, des fois reprendre des résultats a posteriori, ça peut être éclairant parce qu'il y a des restitutions qui ont été, parfois bâclées, ou voilà, des fois, après, on va être honnête, hein, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de cliniciens qui font des tests parce que c'est lucratif et que ça fait de la thune à la fin du mois, hein, mais voilà, et qu'ils vont pas forcément aller dans l'interprétation. Voilà. Voilà, voilà. Qui d'autre veut intervenir? On ne voit pas à l'écran Marc, Maud et Christelle. Si vous avez des questions, c'est le moment. OK, Bon, je réponds à la question de la question subsidiaire. À quel âge on peut situer la crise de développement du milieu de vie? C'est une bonne question. Théoriquement, pour un petit peu tout le monde, on les situe, aux alentours, de la quarantaine, et justement, bah, les HPI, c'est assez particulier, et on va retrouver des crises de milieu de vie qui vont faire écho, par exemple, dans les systèmes familiales. Alors moi, ça, c'était mon dada, j'adore. En même temps que les gamins font la crise d'ado. Comme ça, c'est super, tout le monde fait sa crise en parallèle, et ça, c'est assez, rigolo. Mais on va trouver, en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'accompagner, beaucoup de fois, des HPI, femmes et hommes, qui faisaient des crises de milieu de vie à 30 ans, parce que, et je ne pense pas qu'ils vont mourir à 60, hein, mais en tout cas, elle a cette intensité, cette coloration, cette profondeur de questions métaphysiques, existentielles, et de vraiment de changement, hein, parce que c'est un process de changement qui est le même que la crise de milieu de vie. Donc c'est ça dont on parlait, en fait. Les HPI, c'est un peu difficile. Puis moi, j'ai vu des crises de milieu de vie. J'ai accompagné, ben, là, dernièrement, un monsieur qui avait 63 ans, qui a cumulé des grandes fonctions étatiques, et qui, à 63 ans, tout d'un coup s'est réveillé. Il s'est dit: «Oh, dis donc, il faudrait peut-être que j'évolue un petit peu dans ma vie», et voilà, bon, bah, 63 ans, bon, ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment d'âge, en fait. C'est vrai que c'est un peu particulier qu'on appelle cette crise de milieu de vie. La seule chose que je sais, c'est que chez les HPI, cette crise de milieu de vie, elle a, un âge enfin, elle a pas un âge fixé au milieu de la quarantaine, c'est clair. Voilà.
J'ai presque envie de dire, il y a plusieurs crises de milieu de vie chez les HPI. Oui, on pourrait dire des crises de développement. Moi, j'appelle ça des crises de développement, en fait. Voilà, c'est des crises pour grandir, quoi. Leur Merci. appétit de nouveauté fait qu'ils ont besoin de passer d'une étape à l'autre et que régulièrement, il y a ces remises en question, il y a ces remue-ménages qui font qu'il y a plusieurs étapes qui ressemblent effectivement à cette crise de milieu de vie. Ouais, puis il y a des étapes, voilà, qui sont celles-ci. Il y a les étapes du corps aussi qui sont tellement importantes. Je veux dire, on le voit chez la femme, hein, avec la ménopause, avec la maternité, chez l'homme aussi, de ce qu'en Asie, on appelle passer du tigre au dragon. C'est aussi cette énergie, hein, de se rendre compte que tout d'un coup, le corps ne peut plus charrier les mêmes forces qu'avant. Ça remet en question beaucoup de choses. Donc voilà, c'est des cycles de vie qui sont... Enfin, moi, j'avoue que j'aime beaucoup accompagner chez les HPI. Moi, j'aime les crises de changement, donc ça, c'est trop cool. Comme ils en font plein, c'est du pain béni. Marc pose la question, est-elle aussi grosse que celle de l'adolescence, cette crise? Alors, ça dépend, hein. Il y en a, ils font des crises d'ado tranquilles. À tout âge. Il y en a, ils font des crises de milieu de vie tranquilles. En fait, que ce soit la crise d'ado ou la crise de milieu de vie, ce qui va faire que c'est gros, ça va être l'intensité de résistance au changement, tout simplement, et l'intensité de résistance au changement du système qui entoure la personne en évolution. Voilà. Et donc, une crise d'ado, elle est violente, oui, pour plein de contextes. En même temps, c'est bien aussi qu'elle soit grosse. Eh bien, dans les crises de milieu de vie, il va y en avoir des aussi grosses. Par contre, ce n'est pas corrélé. Ce n'est pas parce que vous avez fait une grosse crise d'ado, vous ferez une grosse crise de milieu de vie. Voilà, ça dépend vraiment de toute manière du système qu'il y a autour de la personne. Ça, Et des rencontres, et du contexte, et du milieu. Et il y a tellement d'éléments. ouais. Mais c'est bien les grosses crises aussi. Quand c'est passé. Quand c'est... Ah, oui, ouais. Est-ce que vous voulez... non, c'est Marc qui Eh répondait. ben, super. Merci. Je vois que comme d'hab, on a encore Ouais, débordé. est-ce que vous voulez qu'on vous montre rapidement Oui. Vous voulez voir le... Alors, attendez, je vais faire un partage d'écran. Et je vais... C'est toi qui fais la manip. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez à l'écran? Voilà, bon là c'est la page matrice, mais bon, vous voyez donc le contenu de notre programme. Alors, bon, on vous donnera le lien pour aller voir la page si vous voulez. Donc, la prochaine cohorte, c'est en mars 2022. On en a prévu 3 dans l'année. Il y en a une en mars, une en juin, une en octobre. Bon, vous irez voir le détail des objectifs, mais bon, vous les avez bien compris, je pense, les objectifs. Et c'est aussi l'envie de se spécialiser pour développer sa clientèle dans ce domaine et pouvoir dire, ben voilà, c'est ma spécialité. Donc, le format pédagogique, ce sont des capsules vidéo. D'abord, nous avons 2h30 de capsules vidéo à vous proposer sur les bases pour que tout le monde démarre sur les mêmes bases. L'une parlant des généralités et l'autre parlant des troubles associés, donc pour qu'on soit vraiment sur les mêmes éléments. Ensuite, il y a des sessions en direct, donc. Des sessions en direct via Zoom. Et là, eh bien, ce sont des sessions, on va vous montrer le détail avec tous les thèmes abordés. Et puis, nous proposons ensuite des webinaires donc, de suivi pédagogique à 1 mois, à 3 mois, oui, à 1 mois, pardon, et à 3 mois. Et un accès à un groupe privé Facebook pour pouvoir échanger et sur lequel on peut intervenir régulièrement sur des éléments. Alors, quels sont les détails? Donc là, vous voyez un petit peu les cadres autour parce que je répète, hein, c'est ma matrice. Donc, le détail des sessions. La session 1, on parle des généralités, donc il faut que vous ayez vu les capsules pédagogiques. Il y a des quiz à remplir avant, des quiz à remplir après pour vraiment mesurer. On met beaucoup d'attention à la mesure donc, de l'évolution. Capsule vidéo 2, donc vous pouvez la regarder quand vous voulez, mais en tout cas avant la session 2. Donc on va là aborder les généralités, on va aborder les motifs de consultation, le rapport au cadre qui est particulier, donc comme on le disait tout à l'heure, la compréhension de ce caractère atypique. En session 2, on va aborder, alors les sessions elles font 3 heures en général, hein, à 1 heure près, vous allez voir le détail après. En session 2, on va parler donc des troubles associés et donc de tous les détails à connaître par rapport à ces éléments-là.
Ensuite, on va aborder la vie relationnelle des enfants et des adolescents, parce qu'auparavant, on avait mis la vie relationnelle des enfants, adolescents et adultes, et on s'est rendu compte qu'il y avait tellement à dire que c'était trop serré, alors on a créé une session de plus. Donc, il y a une session pour les enfants et les ados, et une session pour les adultes, donc dans tous les domaines de vie, la vie professionnelle, sociale, amoureuse, affective, enfin tout ce qui se passe dans leur lien. Nous avons bien sûr intégré une session dans le rapport au corps, puisque les HPI ont tendance à oublier qu'ils ont un corps et ont un rapport au corps assez particulier. Donc là aussi, il faut le savoir et savoir comment intervenir avec ça et comment s'en préoccuper. La session 6, eh bien, nous avons réuni nos deux chouchous, Emmanuel et moi, donc on parle du burn-out et on parle du rapport au temps. Deux éléments qui sont très liés sur les particularités de ces profils dans le rapport au temps et dans leur capacité à frôler le burn-out assez régulièrement. Et la dernière session, c'est quelque chose de bien particulier à notre formation aussi. C'est une session dans laquelle nous avons travaillé vraiment exclusivement cette dernière session sur l'ajustement de vos postures. C'est-à-dire que tout au fil de la formation, nous abordons les thèmes théoriquement, mais aussi concrètement en pratique avec des sous-groupes, avec des thèmes proposés, avec des études de cas, avec des partages d'expériences. Donc, c'est très à la fois théorique et pratique, mais on est toujours soucieuse de pouvoir vous aider à ajuster votre pratique, votre obédience par rapport à tout cet apport qu'on vous fait. Parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, eh bien, on a à rester dans nos fondements, la façon dont nous accompagnons les autres avec ce que nous avons appris et comment s'ajuster par rapport à tout ça. Donc, cette session 7, elle est faite vraiment pour répondre à toutes les questions qui pourraient rester en suspens, pour revoir des études de cas. Et bien souvent, la dernière fois, c'est ce qu'on a fait, on a travaillé exclusivement sur des études de cas proposées par les participants et où vraiment on peut aborder des choses qui ne sont pas forcément abordées en détail dans le programme, du style le rapport à l'argent, du style les addictions, du style des cas concrets qui leur sont arrivés. Le faux self. Le faux self, voilà, on en parle régulièrement, mais on peut le détailler là. Donc là, on va vraiment s'ajuster et c'est très important dans la qualité qu'on veut donner à cette formation. Cette partie-là est importante. Et la dernière session se termine par, après les 3 heures donc, de travail, on va faire une pause pour dîner, chacun de notre côté, bien sûr. On peut dîner ensemble en caméra si vous voulez, mais bon, c'est moins marrant. Et on réserve 1h30 de 20h à 21h30 pour la clôture, pour vraiment se dire au revoir, pour vraiment faire le point sur ce que vous avez retenu, sur ce qu'on a à se dire encore avant de terminer, et pour ensuite passer à cette session de suivi 1 mois plus tard, qui est une sorte de supervision, et encore la même chose 3 mois après. Voilà ce que l'on vous propose. Alors, les dates, bien, vous les avez sur le programme. Donc, vous voyez, ce sont des lundis, mardis en général avec des sessions l'après-midi. On a fait ça et on est contente d'avoir fait ça parce qu'on a constaté que c'était très apprécié et efficace. On n'a pas voulu mettre une formation tout d'un bloc. Pour l'avoir vécu, on n'en retient pas grand-chose. Pour un souci pédagogique et un désir d'intégration, on a séparé les sessions et 3 heures par jour, c'est déjà pas mal, donc parfois c'est 4. Et 2 par semaine, c'est suffisant. Et puis en plus, ça permet aux professionnels qui s'intéressent à cette formation de pouvoir adapter leur planning plus facilement, parce que quand on a des formations qui arrivent avec 3 jours, on est obligé d'arrêter de travailler. Vous savez ce que c'est quand on travaille en indépendant, par exemple, ou même en entreprise. Donc, on a volontairement structuré de cette façon-là. Et puis aussi pour répondre à la demande de certains Québécois qui s'intéressent aussi au sujet, pour pouvoir être sur des horaires qui sont possibles pour eux. Voilà, donc ça c'est le calendrier et les conditions d'inscription, vous les avez là. Il faut d'abord remplir un formulaire de préinscription pour voir si vous correspondez bien au profil, parce que ce qu'on veut, c'est pas avoir des personnes qui n'ont pas jusqu'ici une expérience ni dans l'accompagnement, ni dans la santé, ni dans le management ou les relations humaines. On veut vraiment avoir affaire à des personnes qui ont déjà une expérience dans ces domaines-là pour se spécialiser. Et je suis, alors là, il y a Datadoc, mais en fait, je suis Calliope officieusement depuis la semaine dernière et officiellement dans quelques jours, donc je suis très fière de moi et de nous, puisque
Emmanuel y a contribué aussi. Modestement. Donc, nous avons la possibilité de prise en charge Calliope, bien sûr, si certains sont intéressés par une prise en charge. Voilà, donc l'ensemble est proposé à 1 222 € net, mais comme je vous dis, d'abord, pas d'habitude, il faut passer par le formulaire de préinscription pour présenter votre candidature. Voilà, donc vous pouvez revenir sur le détail si vous voulez, vous pouvez nous poser des questions si vous en avez, mais vous avez une idée déjà de l'ensemble du contenu. Vous pouvez nous mettre le lien dans le chat? Oui, je l'ai Oui, mis. Ah, Ah, tu pardon, l'as j'ai mis? pas vu. Oui, il n'y a pas de souci, je l'ai mis, je le Parfait. remets. Hop. Tu l'as le lien, Emmanuel, c'est le bon? Oui, oui, je l'ai posé, t'inquiète Ok, pas. ça marche. Voilà, ça y est, c'est mis. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est vrai, là, c'est posé de manière formelle pour prendre le temps de regarder, mais c'est que cette formule, elle est intéressante de faire le lundi, mardi parce que c'est dense. Déjà, il y a des endroits où ça va plus être Magali qui va orienter, à des moments, c'est plus moi. Et c'est vrai que c'est pas que je suis indigeste, mais un petit peu. Et que, et que en tout cas, je mets des choses assez denses. Donc, il faut le temps de digérer un petit peu les informations. Parce que voilà, en tout cas, toute la partie de tests et de troubles associés, c'est quelque chose, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Et c'est vrai que je vulgarise, mais je reste quand même dans des choses qui sont, voilà, parfois un petit peu denses, on va dire ça comme ça. Voilà, mais c'est ce qui Oui, donne aussi. je dirais que c'est surtout pour la partie des troubles associés, hein. Oui, c'est ça. Là, il y a vraiment un apport théorique important. Et j'en profite pour souligner que tous les supports que nous utilisons en cours sont accessibles sur votre plateforme quand vous avez la formation. Et c'est accessible à vie, hein. En tout cas, comme dit une copine régulièrement, en tout cas de ma vie. Voilà, en tout cas pour la formation, mais au-delà de la formation, je vous remercie pour ce moment partagé tous ensemble. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé, c'était chouette en fait que ce soit un petit comité parce que c'était Oui. un vrai moment agréable. Ça fait du bien d'être avec d'autres professionnels. On aime bien les petits comités, en fait. En tout cas, ouais, c'est toujours un super moment et je me dis toujours qu'on a de la chance de faire ce métier et de partager, de rencontrer des belles personnes et de pouvoir transmettre ce qui nous passionne et d'avancer, hein, comme on l'a vu encore ce soir, d'apprendre encore des choses. Le partage, c'est vraiment chouette. Et j'ai envie d'ajouter, c'est vraiment tout autour de la différence pour moi que ça se situe. C'est vraiment accepter que accompagner ces profils-là, c'est vraiment accueillir cette différence, mais accueillir la différence en général. Moi, c'est vraiment mon message prioritaire et c'est accepter que on n'a pas tous, Emmanuel le disait au début, le soulignait dans notre complémentarité, on n'a pas tous la même façon de travailler, mais justement, c'est ça qui est riche. Et donc, apprenons déjà à accueillir notre propre différence quand il s'agit de parler de HPI, mais apprenons aussi la différence en général dont le monde a besoin et pouvoir accueillir que, bah oui, on a des choses différentes les uns les autres, on pratique différemment, mais quand on communique et qu'on échange tout ça, bah, c'est formidable, quoi. Ouais. On a une question pour toi. Avec Calliope, une prise en charge CPF est-elle possible? Alors, CPF, c'est particulier. CPF, c'est pour les formations certifiantes. Donc, la formation qu'on vous propose, ce n'est pas une formation certifiante. Mais par contre, vous pouvez demander à votre fonds de formation. Si vous êtes en statut libéral, si vous êtes en statut, quel que soit votre statut professionnel, vous pouvez demander une prise en charge par le fonds de formation. Hein, que ce soit, je ne sais plus comment ils s'appellent, les FIFPL, enfin les OPCO, quoi. Ok. Donc, vous pouvez avoir une prise en charge, bien évidemment. D'accord, ok. Mais pas sur le Pas CPF, sur c'est le pas dans le CPF. code. D'accord, parce que Voilà. Le CPF, c'est uniquement pour les formations certifiantes. oui, Et mais ça marche aussi pour la création d'entreprise et beaucoup oui, d'organismes de formation aujourd'hui, dans les actions de formation à la création d'entreprise, font des actions aussi un peu structurantes comme ça pour D'accord. développer oui, une c'est vrai. action. Et ça aurait pu rentrer sous le code 403, c'est pour ça que D'accord. je pose ça comme question. OK. Donc voilà. En tout cas, merci pour cet échange, ce partage gratuit et humain et altruiste. Ça a été vraiment, comme la dernière Merci. fois, très, très Merci à vous. porteur.
Merci beaucoup. Ben, on continue à œuvrer dans ce sens. C'est notre volonté aussi avec Emmanuel de faire savoir, de diffuser. Et on fait à la fois des interventions parfois pour les particuliers et tous ceux qui se posent des questions sur le HPI. On en a une le 7 février, si ma C'est mémoire ça, est bonne, le lundi. où là, ce sera ouvert. Et je ne sais plus le thème qu'on a choisi, Emmanuel, tu te On souviens? a choisi justement, mais pour tout le monde, pour tout venant, quel accompagnement choisir quand Ah on oui, est HPI? voilà, c'est ça. Voilà, Voilà. pour Donc ça, faire c'est un petit vraiment… répertoire de où se retrouver, comment se situer dans tout ces histoires d'accompagnement. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y participer aussi. Mais là, celle qu'on fait ce soir et d'autres qu'on a programmées, je crois qu'il y en a une le 16 février Ouais, c'est ça. pour les pros aussi. Vous pourrez revenir en deuxième tour si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Ce sera à nouveau plus autour, un petit peu comme on a fait ce soir, mais avec des questions-réponses à nouveau pour les personnes qui s'intéressent à notre formation et à la formation en tout cas nécessaire pour accompagner ces profils. Mmh. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Il y a la FEP aussi que j'ai oublié de citer, qui, Je l'avais cité tout à l'heure. tu l'avais dit tout à l'heure, où on fait des interventions aussi. Moi, j'en ai une la semaine prochaine, je crois, sur les relations en milieu professionnel. C'est vendredi 28? Je crois bien, oui. C'est Et vendredi de cette semaine, ouais. ouais. Et après, je ne sais plus si c'est février ou mars, mais ils vous enverront le programme si vous leur demandez. C'est sur le rapport au temps, je ne sais plus quand. En février ou mars. Enfin bon, voilà, il faut s'informer. Il y a régulièrement des choses intéressantes. Et puis, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez, on va faire quelques lives de temps en temps. Donc, sur Facebook notamment, on utilise surtout Facebook. Ou sur la page pro, c'est Magali Barcelot Pro vivement maintenant. Sinon, mon profil Facebook et Emmanuel le sien aussi. Voilà. Et merci beaucoup pour Belle ce soirée moment à avec tous. vous. Merci pour l'intérêt que vous portez au sujet et Merci. puis au plaisir de vous retrouver dans une conférence ou dans la formation. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée, merci. À Bonne bientôt. soirée. Bonne Merci. soirée. Merci. Voilà. Ça va, Emmanuel, t'es pas trop fatigué? Non, un petit peu quand même. Ouais. Je te laisse peut-être enlever l'enregistrement. Alors. Tac, 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 tac. Terminé. À bientôt. Super.